Bonjour, je vais ce soir vous parler d'une maison qui est une icône de l'architecture moderne et qui est la Villa Savoie, dont le vrai titre de cette maison est Les Heures Claires. C'est une maison qui a été commandée par un couple et qui a été commandée à des architectes eux-mêmes iconiques, c'est-à-dire Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret. Cette maison, la Villa Savoie, est une maison des années 30 et fait partie d'un cycle de maisons que Le Corbusier a réalisé essentiellement en banlieue parisienne et qu'il a appelé lui-même les Villas Blanches. Donc, une série où il a pu mettre en œuvre des principes architecturaux auxquels il tenait beaucoup et pour lesquels il avait d'ailleurs rédigé un ouvrage très théorique sur la question que je détaillerai au cours de la conférence. Donc cette villa, la voici. Elle se trouve à Poissy, en banlieue parisienne, dans le sud-ouest. Et c'est à la fin de l'année 1928 qu'un couple moderne, on pourra dire, oui, un jeune couple moderne, qui s'appellent Pierre et Eugénie Savoie, vont commander à deux architectes très en vogue, Le Corbusier et Pierre Jeanneret, la conception de leur maison de campagne qu'ils souhaitent vouloir s'établir sur un très vaste terrain de 7 hectares qu'ils ont acquis à Poissy. Ce terrain, Pierre Savoie l'avait acheté à son ami, M. Agache, qui était le président des établissements Kuhlmann, qui est une usine de chimie dans le nord de la France et qui est également l'administrateur des mines de charbon de Anzin, situées aussi dans le nord de la France. Ce monsieur Agache avait acheté un très grand terrain avec un château, le château de Villiers, qui est situé à Poissy, et il va céder à Pierre Savoie une partie du terrain pour y construire leur maison de campagne rêvée et imaginée. Cette maison a été achevée 3 ans plus tard, en 1931, donc Les Heures Claires, qui va devenir, après beaucoup de vicissitudes, l'une des maisons les plus célèbres du XXe siècle et qui va être attribuée, en tout cas l'histoire l'attribuera au seul Le Corbusier. Donc je vous le disais, cette Villa Savoie est la dernière de cette série des Villas Blanches qui regroupe environ une dizaine de maisons. Alors, quelques mots sur les commanditaires. Ce couple, Pierre et Eugénie Savoie, Pierre Savoie est établi professionnellement à Lille depuis 1907 et il a un associé qui s'appelle Gustave Gras et ce sont deux assureurs qui vont constituer une très grande fortune en établissant des contrats d'assurance pour les grands groupes industriels de la région du Nord, c'est-à-dire les groupes industriels du textile, l'exploitation minière et également la chimie dans le nord de la France. Bien qu'il fasse de très bonnes affaires dans le Nord, Pierre Savoie vit à Paris avec sa famille et par ailleurs, il va ouvrir plus tard un bureau d'assurance également à Paris. Alors pourquoi la construction d'une maison alors que lui vit et travaille à Paris et qu'il travaille également dans le Nord? Eh bien, c'est très simple. Pierre Savoie va avoir un souhait, c'est celui d'accéder au désir de son épouse de posséder une maison à la campagne, non loin de Paris. Et c'est Eugénie Savoie, l'épouse, qui va établir avec une très grande précision le programme de sa future maison. Ce programme, elle va le destiner à l'intention, bien sûr, des architectes et on garde de très nombreuses correspondances entre les architectes et la commanditaire et également plusieurs maquettes qui vont témoigner d'un travail assez minutieux et assez précis de ce que souhaite la commanditaire vers le maître d'œuvre. On va aussi se rendre compte que le maître d'œuvre va finalement traduire les désirs de Madame Savoie à sa façon. Alors, voici une maquette des Heures Claires avec Le Corbusier qui présente sa maquette au maître d'ouvrage.
il va construire, imaginer cette maison avec son cousin Pierre Jeanneret. Le Corbusier va beaucoup travailler avec son cousin, qui va rester vraiment en arrière de cette grande figure de Le Corbusier. Et ils vont tous les deux dialoguer uniquement avec Madame Savoie. Son époux n'apparaîtra que lorsqu'il s'agira de sujets financiers. Donc, Madame Savoie va avoir une liberté totale pour penser cette maison de campagne. Et ils vont être tous les deux assez sensibles à l'attrait résidentiel de cette région, qui est située à peu près à une trentaine de kilomètres de Paris, à l'ouest. Et c'était une partie de la région parisienne qui était très, très privilégiée. Il y avait par exemple déjà deux golfs dans cette banlieue qui étaient installés. Cette tendance résidentielle, elle apparaît dès le 19e siècle avec la création du célèbre lotissement du Vésinet, et elle est confirmée par la construction de demeures d'avant-garde que l'on va trouver sur ce territoire de l'ouest de Paris, avec des maisons construites par des personnalités très célèbres, comme Robert Mallet-Stevens, par exemple, qui va construire la maison pour le couturier Paul Poiret à Mézy-sur-Seine. Le Corbusier va vraiment accompagner cette extension de la capitale vers l'ouest, vers cette partie, et il va construire, lui, des maisons pour des artistes, pour des intellectuels, dans des parties de villes, par exemple comme Boulogne-sur-Seine ou Vaucresson ou encore à Garches. Voici deux exemples de maisons construites par Le Corbusier dans cette partie de la banlieue parisienne. La Villa Stein de Monzy, qu'il va construire entre 26 et 28 à Garches. Stein étant le frère de la célèbre collectionneuse Gertrude Stein. Voici une autre maison construite dans cette région à Boulogne-sur-Seine pour le sculpteur Jacques Lipchitz. Donc, ces deux maisons existent toujours, hein, elles sont en main privée, donc elles ne se visitent pas en dehors des journées du patrimoine. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi le couple Savoie va s'adresser à Le Corbusier pour imaginer cette maison de campagne. Ce jeune couple est très, très perméable à la création de son époque. Et la notoriété de Le Corbusier est déjà très solidement installée à ce moment-là, à travers des œuvres manifestes, comme le pavillon de l'Esprit Nouveau, qu'il va construire dans le cadre de l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris en 1925. Et le couple Savoie va visiter cette exposition universelle et il va découvrir cette maison qui entretient, comme vous le voyez sur la photographie, un lien extrêmement étroit avec la nature et la végétation qui l'entoure. Et je vous le disais, c'est le moment où Le Corbusier construit ses villas blanches. Et au moment de la rencontre avec le couple Savoie, Le Corbusier conçoit ces villas et ces villas sont vraiment l'aboutissement d'une réflexion sur l'habitat que Le Corbusier mène depuis plusieurs années parce qu'il veut offrir aux occupants de ces maisons des architectures qui sont, comme il le dit lui-même, je le cite, pures, nettes, propres et saines. Il imagine des maisons très fonctionnelles avec une très grande interaction entre l'intérieur et entre l'extérieur. Donc, les époux Savoie connaissent cette architecture et par ailleurs, ils ont un de leurs amis qui possède une de ces villas blanches et ils ont particulièrement apprécié l'audace architecturale de cette maison et ils vont être très attirés par cette architecture très nouvelle pour laquelle il y a peu d'antécédents. Et cette maison, c'est une maison qui a été construite pour les intellectuels Barbara et Henry Church en 1927-29. Donc, vous voyez, on est vraiment toujours dans les mêmes années. C'est un couple richissime qui est créateur de la revue qui s'appelle Mesure, dont ils avaient confié la direction à Jean Paulhan. C'est une revue littéraire que les Church vont financer intégralement. Et pour vous donner un petit peu des indications sur la notoriété de cette revue, on y trouvait des écrivains comme Henri Michaud ou encore Michel Léris, par exemple.
Donc vous voyez, cette maison se trouve à Ville-d'Avray et elle n'existe plus aujourd'hui, celle-ci. Elle a été détruite en 1963. Et au moment donc où Le Corbusier rencontre le couple Savoie pour construire la villa Les Heures Claires, Le Corbusier a une activité extrêmement dense à ce moment-là et extrêmement très féconde. Ces maisons sont très rapidement très connues du milieu architectural et du milieu également des commanditaires qui peuvent s'offrir ces maisons qui sont des maisons qui ont des coûts tout de même assez élevés. Vous voyez sur cette photo, je vous en parlerai, la présence de la voiture qui est un élément très important à cette époque. Vous voyez par exemple dans cette maison, on va trouver 3 grandes portes de garage. Donc la voiture est vraiment un élément qui est totalement concordant avec la création de ces villas blanches. Madame Savoie va avoir des idées très très précises pour construire cette maison et des idées très précises pour expliquer ce qu'elle veut y trouver dans cette maison, les pièces, comment elle l'imagine, les différentes fonctions et elle va l'expliquer très précisément à Le Corbusier. Elle va l'écrire. Voici une des nombreuses correspondances entre Eugénie Savoie et Le Corbusier. Je me saisis de cette occasion pour vous informer que toutes les archives de Le Corbusier se trouvent à la Fondation Le Corbusier à Paris, square du Docteur Blanche, dans une des maisons de Le Corbusier. Et elle explique très clairement dans ce courrier, en premier lieu, qu'elle veut pouvoir agrandir cette maison une fois qu'elle sera construite, précise-t-elle, sans l'abîmer. Elle désire le confort moderne, c'est-à-dire que la maison soit pourvue de l'eau chaude, de l'eau froide, du chauffage central et de l'électricité. Et pour la distribution, la demande va être assez simple, mais assez claire. Elle le décrit, vous voyez, rez-de-chaussée, étage et service. Elle demande à ce qu'au rez-de-chaussée, on puisse disposer des pièces d'accueil, l'entrée, le vestiaire, le hall, ainsi que le séjour, la cuisine, la salle à manger et le salon. Ensuite, elle demande que l'on place également au rez-de-chaussée une chambre pour son fils et une chambre d'amis. 2 chambres de bonne, un logement pour le concierge ou le jardinier et enfin une pièce pour le chauffeur. S'y ajoute un garage, une cave à vin et une salle pour les mâles. À l'étage, Eugénie Savoie demande une chambre, une salle de bain avec WC, une lingerie et un boudoir dont elle précise la dimension de 15 mètres carrés. Elle apporte quelques souhaits complémentaires, comme par exemple, elle demande à ce que le salon ne soit pas carré pour qu'il y ait dans cet espace salon des espaces intimes. Elle demande aussi que la cuisine et l'office soient très spacieux, donc ce qui montre qu'elle porte une attention particulière au personnel de service, puisque dans les demeures anciennes, en général, les cuisines se trouvent soit au sous-sol ou dans des espaces qui sont relativement petits. Voici comment elle envisage cette demeure moderne avec les appareils ménagers de l'époque, comme par exemple les lessiveuses électriques. Son idée pour cette maison est de pouvoir recevoir, vivre de plein pied et passer des moments agréables, toujours en relation avec le parc et les espaces extérieurs. Voici encore cette diapositive où nous voyons Le Corbusier, pipe à la main, qui explique les détails de cette maison, qui ne va pas être finalement comme l'imaginait Eugénie Savoie. Elle va être totalement différente, tout en répondant aux différentes fonctions qui sont demandées par la commanditaire. Voici une représentation, une maquette numérique de cette Villa Savoie qui vous permet d'avoir un point de vue en hauteur et de commencer peut-être à comprendre à quoi ressemble cette maison. Et les architectes vont totalement bousculer l'organisation de la maison qui est préconisée par Madame Savoie. Ils vont concentrer les espaces de vie aux étages supérieurs pour offrir des vues lointaines et des vues sur la campagne. Donc pour eux, l'élévation du système de vie quotidien de cette maison
passe par un évitement de l'utilisation du rez-de-chaussée pour les fonctions de la vie quotidienne. Le seul objectif de cette idée est d'offrir des points de vue sur la végétation et de se mettre constamment en relation avec l'environnement paysager extérieur. Souvenons-nous qu'il s'agit d'une maison de campagne, donc d'une maison de détente. Mais pour cela, il faut un peu restituer les choses et se souvenir que nous sommes au début des années 30 et que la part de l'automobile est totalement prise en compte ici. Et vous voyez sur cette maquette la présence d'un véhicule qui donne à la fois une échelle, mais qui montre aussi que le véhicule, comme je le disais précédemment, en quelque sorte, va avec les fonctionnalités, ou en tout cas est prise en compte avec les fonctionnalités de ces maisons modernes. Ici, le rez-de-chaussée de cette maison va être complètement organisé autour de l'automobile. Et c'est la raison de la présence de cette petite voiture sur la maquette. Souvenons-nous que les Savoie habitent un appartement parisien, un appartement haussmannien. Ils habitent rue de Courcelles à Paris et ils arrivent en voiture dans leur maison de campagne. De plus, au niveau de la circulation urbaine, c'est également le moment où l'on pense l'ouverture de l'Ouest, qui avait été programmée très tôt, dès 1935, et qui a été décalée en 1946. Donc l'automobile est désormais le moyen de transport fiable et également un moyen de transport qui offre de la liberté, d'où son essor très très rapide. Et les dessins et les maquettes vont très souvent placer des voitures. On le voit ici sur les maquettes de Le Corbusier, mais on peut le voir aussi sur les maquettes des autres architectes de ces mêmes années, de ce mouvement moderne des années 30. Ici, j'ai volontairement repris une image, une vue aérienne du site, parce qu'il est important de comprendre comment on approche cette maison, parce que l'approche de la maison est volontairement très scénarisée, comme une sorte de travelling de cinéma. Je vais prendre ma petite flèche ici. Donc, on arrive par cette grande route ici, et on entre par ce chemin. Donc, le conducteur s'engage dans l'allée et il trouve d'abord à sa droite une petite construction qui est juchée sur des pilotis avec des façades qui vraiment fendent le mur de manière horizontale. C'est la maison du gardien qui est pas du tout classique. La maison ici d'entrée, je vous la montrerai en photographie après. Et on rentre par cette grande allée. Et c'est à cet instant que débute le travelling avant, au cours duquel la façade de la maison va progressivement se montrer. On avance dans la ligne droite, ici, et on a une allée qui forme un U, que vous voyez ici, qui fait l'exacte taille de la façade de la maison. Et là où habituellement le chauffeur va déposer les visiteurs devant une grande porte vitrée, souvent avec des escaliers un peu magistraux, eh bien ici, le visiteur va être déposé en voiture à ce niveau-là, mais devant une entrée qui est totalement anticonventionnelle. Je profite de cette vue pour vous montrer également que le grand parc, en fait, qui était le parc de la maison, a été complètement mité par différentes constructions et notamment par un lycée ici qui a été construit dans les années 60 avec sa cour de récréation et ses équipements sportifs. Donc, essayez d'imaginer que cette maison était seule dans ce très grand parc, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on la visite, eh bien, vous le voyez par la limite et la frondaison des arbres, que le parc est réduit à une dimension extrêmement petite. La maison du gardien, la voici. Donc, vous voyez, c'est une sorte de Villa Savoie en réduction. Et lorsqu'on arrive de la route, on va passer ici et on va avoir un mur aveugle, en fait, avec la montée de l'escalier qui va permettre d'accéder à l'étage de la maison. Cette maison a été restaurée il y a une dizaine d'années et maintenant on peut la visiter. Et lorsque la voiture dépose ses occupants, la voiture va s'arrêter ici et on va se trouver
devant la porte d'entrée de la maison et un rez-de-chaussée très vitré. Donc, vous comprenez aisément que l'habitation, évidemment, ne va pas se situer dans ce rez-de-chaussée, mais on va monter aux étages et c'est là que les choses vont se passer. Autour de ces pilotis, la voiture peut tourner et on trouvera 3 garages qui vont se trouver sur ce côté-là où on rentrera en biais entre les poteaux. Donc, c'est une grande surprise, évidemment, pour les personnes qui viendront visiter la Villa Savoie, puisqu'elles vont se trouver, en fait, dans une sorte de scénarisation de l'entrée qui est tout sauf magistrale. Le Corbusier considérait que l'architecture étouffe dans ses usages traditionnels et classiques, et son idée dans ses villas blanches était de libérer l'architecture de ses contraintes, qu'il estimait comme étant des contraintes traditionnelles et révolues. Et il va l'affirmer avec cette Villa Savoie qui est la dernière de la série des villas blanches. Et il va mettre en application les grands principes architecturaux qu'il imagine comme étant une libération de l'architecture. Pour lui, il va s'agir de mettre en œuvre la théorie qu'il a initiée dans un ouvrage qu'il a rédigé et qui s'intitule « Les 5 points d'une architecture moderne ». Il va théoriser ces principes fondamentaux du mouvement moderne en architecture et ces grands principes vont découler principalement de l'emploi d'un matériau qui n'est pas tout à fait nouveau puisqu'on l'utilise déjà depuis une trentaine d'années, mais qui est le béton armé. Dans cet ouvrage, il va donc expliquer ce que c'est pour lui ces 5 points fondamentaux de l'architecture et je vais vous les détailler rapidement. Les 5 points de l'architecture qui fondent une architecture moderne et qui permettent d'avoir un mode de vie qui répond plus à l'époque, eh bien, c'est d'abord et avant tout la construction sur pilotis, comme vous le voyez ici sur cette maison, des fenêtres en bandeau horizontal qui apportent un maximum de lumière et qui ne comportent aucun linteau, le plan libre. Qu'est-ce que c'est que le plan libre? Eh bien, c'est la suppression des murs porteurs de refend. Et le plan est libre parce que ce sont les pilotis qui vont servir d'éléments porteurs à la maison. Et enfin, le 5e point de l'architecture, c'est la toiture terrasse, ou une toiture qui va appeler aussi le toit jardin, parce que c'est un toit sur lequel on va pouvoir se déplacer et également en profiter exactement comme un jardin extérieur, et qui va reprendre la surface exacte du sol de la maison. Il va définitivement renoncer à la toiture en pente, estimant qu'une toiture plate permet en quelque sorte de créer un étage complémentaire. Voici ici la façade côté jardin. Donc, vous voyez ici, ce sont les entrées de garage de ce côté-là. Et voici une autre vue de dessin numérique des 4 différentes façades de cette maison. Donc, vous voyez une maison dont on pense que les 4 façades sont les mêmes, c'est-à-dire les pilotis, et puis ce grand parallélépipède derrière lequel se trouvera l'habitation, et la toiture terrasse avec cette grande courbe en béton qui en fait servira de solarium. Mais grande courbe ouverte, vous voyez qu'ici, il y a un percement qui permet aussi d'augmenter tout le jeu des différents points de vue que va offrir cette maison. Nous allons entrer dans la maison. Voici l'escalier, le rez-de-chaussée. Donc, vous repérez toute la partie vitrée que nous avions vue dans la vue générale de l'entrée magistrale de la maison. La porte va se trouver là. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'escalier de service. Et même si c'est un escalier extrêmement bien dessiné et très graphique, c'est l'escalier pour le personnel de maison parce que les occupants vont utiliser la rampe qui est également une formulation architecturale tout à fait nouvelle et originale que Le Corbusier va reprendre beaucoup dans ses maisons
et qui va permettre de monter doucement, avec moins de contraintes qu'un escalier, vers l'étage supérieur. Ici, vous distinguez l'entrée avec une petite tablette qui va permettre de poser les différentes choses qui nous gênent quand on entre dans une maison. Voici le plan du rez-de-chaussée qui pourra éclairer un petit peu les photographies que je viens de vous montrer. L'escalier de service se trouve ici et la rampe d'accès pour monter à l'étage supérieur se trouve juste devant la porte d'entrée que je signale ici par ma petite flèche. On monte la rampe d'entrée. Ensuite, ici, ce sont les garages pour 3 voitures. Et là, l'appartement du chauffeur. Ici, nous avons la lingerie et les chambres de service, l'escalier et le grand hall d'entrée avec un vestibule. Ce plan du rez-de-chaussée reprend la demande de Madame Savoie. Elle voulait d'entrer un grand hall, elle voulait les pièces de service, elle voulait le garage, la pièce pour le chauffeur, la chambre également est ici, les 2 chambres sont ici. Donc, on est presque à la demande de la commanditaire. Et les petits ronds que vous voyez ici, ce sont les pilotis. Nous montons au premier étage. Donc, nous arrivons dans ce sens-là par la rampe et on tourne ici. Et ici, vous avez une vue sur l'escalier de service. Donc, vous voyez, l'escalier de service occupe une place importante parce que c'est quasiment un élément architectural et décoratif autant que puisse l'être cette rampe d'accès où en fait, une fois de plus, cette rampe d'accès permet de scénariser l'entrée de manière tout à fait unique et originale. Et l'escalier de service, il n'est absolument pas caché ou dissimulé, mais au contraire, les parties pleines, les parties métalliques qui sont peintes en noir et qui découpent vraiment ce cylindre marqué par cet escalier de service, va en faire un objet mobilier vraiment en tant que tel. Ici, la vue que nous avons ici, c'est une vue vers la cuisine. Voici le plan du premier étage. Donc, nous sommes arrivés ici, la rampe, on monte, elle tourne, et hop, on arrive ici à l'étage, l'escalier de service. Donc, la vue précédente se situait à peu près ici. Et en fait, cette direction de la rampe nous mène directement dans le séjour, avec ici la cuisine et l'office. Ici, une petite terrasse qui s'ouvre par l'office. Ici, nous trouvons la chambre d'amis avec la salle de bain. Et là, la chambre du fils Roger. Le couple Savoie avait un seul fils, Roger. Ici, la chambre parent avec la grande salle de bain où vous pouvez constater qu'il n'y a pas de cloisonnement entre la chambre et la salle de bain. C'est un espace grand ouvert et vous verrez sur les photographies. Cette pièce-là, c'est le boudoir qui avait été demandé par Madame Savoie. Et ici, toute cette partie-là, c'est une grande terrasse qui est murée, qui se trouve derrière la cloison de la maison, puisque cette partie-là est une partie maçonnée qui va permettre de protéger cette terrasse du vent et également de montrer une continuité dans ce grand parallépipède ou presque cube qu'est la maison Savoie. Ici, un mur et là une grande ouverture qui va donner sur le séjour. Et ce petit carré-là, c'est la cheminée que je vais vous montrer. Vous avez dans les petits ronds, encore une fois, le tracé des pilotis. Et voici quelques photos de cet espace de vie, puisque cet étage va vraiment réunir
l'espace de vie de la maison de la famille Savoie. Voici une vue sur le séjour. Ici, une grande baie qui donne sur la terrasse. Et là, cette large fenêtre horizontale que je vous montrais à l'instant sur le plan. La maison, elle est meublée très sommairement parce qu'aujourd'hui, c'est une maison qui se visite. Mais les meubles que vous trouvez à l'intérieur sont des meubles qui sont dessinés par Le Corbusier, Jeanneret, mais également Charlotte Perriand. Ici, vous avez l'éclairage d'origine en aluminium qui s'accroche au plafond et qui est un grand tube avec des ailettes qui vont rejeter la lumière vers le plafond, qui redescendra ici, de manière à ne pas avoir un éclairage brutal et tombant sur l'ensemble de cette grande pièce de salon, qui est la pièce la plus grande. Ici, vous avez une colonne, et la photo permet de bien comprendre que les murs ne portent rien du tout. Vous voyez, ils sont détachés de la colonne, nous avons un espace libre. C'est ça que Le Corbusier appelle le plan libre, c'est-à-dire que la structure de la maison est portée par ses colonnes et ses pilotis et absolument pas par les murs qui vont former le pourtour de la maison. Vous trouvez ici la chaise longue de Corbusier qui s'appelle la chaise LC4, qu'il a dessinée en 1928 et qui illustre la forme parfaite entre la fonction de la chaise longue et la forme, puisque ce grand arc de cercle est mobile et va faire en sorte que la chaise va pouvoir se diriger vers le haut d'un côté ou de l'autre pour que l'on puisse être allongé et être plus redressé si on le souhaite. Cette chaise est devenue très très célèbre en 1965 parce qu'elle a été rééditée par la maison italienne Cassina, qui a réédité, qui a repris le droit en fait de cette chaise longue et des fauteuils aussi d'ailleurs, et d'autres mobiliers. Et aujourd'hui, on peut acheter neuve cette chaise longue qui est fabriquée vraiment au millimètre près et au joint près aussi sur les principes de Le Corbusier. Ici, le fauteuil qui s'appelle le fauteuil LC2, que Le Corbusier a dessiné avec Charlotte Perriand et qui est lui aussi, vous le voyez bien, devenu un objet totalement iconique dans le design et qui a été exposé un peu plus tard au Salon d'automne de 1929. Et vous voyez une indépendance entre la structure de métal et les coussins que l'on peut complètement retirer. Pareil ici pour l'autre fauteuil. Et là, on peut faire une analogie avec la construction industrielle, mais également avec la construction des voitures, puisque ici, cette construction, ça évoque en fait une sorte d'architecture portante, qui est la structure métallique, et puis les coussins en cuir, qui sont eux complètement mobiles et qu'on peut complètement retirer. Et également une analogie avec la voiture ici sur la chaise longue avec des extenseurs qui retiennent en fait et qui supportent la partie de cuir de cette chaise longue, qui est vraiment une analogie assez claire avec les fauteuils de voiture que Le Corbusier appréciait particulièrement. Voici une autre vue de ce salon. Donc nous étions la chaise longue pour vous repérer, et la colonne que je vous montrais et que je détaillais est celle-ci. Et vous avez donc de ce grand salon, donc la rampe et l'escalier, vous le distinguez, est ici, on entre par là, la cuisine est ici, et tout est fait pour que la vue se porte sur cette terrasse très fermée, avec également un très grand soin graphique sur le dessin de la terrasse, puisqu'ici, on va trouver, donc la rampe intérieure arrive là, on sort et on remonte par la rampe toujours pour aller sur la toiture terrasse. Les grands bacs à fleurs sont d'origine et le pavement également. Voici une autre vue de cette maison, de ce séjour, pardon. Donc, la terrasse est ici. Vous distinguez la cuisine et vous repérez ce grand éclairage qui va courir sur tout au long du plafond de ce vaste séjour.
Et ici, une cheminée avec une tablette sous les parties de fenêtre, dessous lequel vous trouverez par exemple le radiateur, et également ici la table tube d'avion, une table iconique aussi de Le Corbusier, avec son très grand plateau de verre. Donc ce séjour est orienté nord-ouest. Voici une autre vue avec cette cheminée qui est traitée comme un mobilier, une cheminée qui est détachée du mur. Vous voyez le long radiateur qui court derrière. Ici, des placards avec des portes en aluminium. Cette cheminée qui va, pour distinguer le conduit de cheminée qui, lui, est anguleux, de la structure porteuse qui, elle, est tubulaire, qui rappelle le souci de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'un tube d'extraction de cheminée ne ressemblera pas à la colonne qui est un des éléments porteurs de la maison. Vous voyez que tout est extrêmement dessiné. Ici, la tablette va s'arrêter au niveau de la fenêtre et va courir jusque la baie vitrée qui va donner sur la terrasse qui est ici. Les radiateurs qui s'effacent complètement dans le mur, mais qui rappellent aussi que la maison est chauffée par le chauffage central, dont la chaudière va se trouver au rez-de-chaussée bien sûr. Et ici, vous constatez qu'on a une vue qui nous permet de vivre, entre guillemets, dans les arbres. Voici un point de vue de ce séjour, cette fois-ci vue de la terrasse, avec les systèmes de reflets et de réverbération. Donc, vous pouvez comprendre que c'est une pièce très lumineuse, avec, évidemment, vous l'imaginez, cette grande baie qui va s'ouvrir. On va la pousser pour l'amener jusque-là, de façon à ce qu'il n'y ait quasiment aucune délimitation entre l'intérieur du séjour et cette grande terrasse qui va se trouver à l'extérieur de la maison. Voici une autre vue de cette terrasse. Là encore, vous pouvez constater que tout est dessiné. La table d'extérieur est une table d'origine, bien sûr, qui a été dessinée par les architectes et qui se trouve à l'aplomb de ce mur, où vous voyez ici que les parties ouvertes sont dans le prolongement d'une fenêtre qui est fermée. Donc, on va, avec les yeux, vraiment pouvoir se promener d'un bout à l'autre de la terrasse, à même hauteur d'yeux, pour profiter de toute la frondaison qui va entourer la maison. Vous apercevez la terrasse extérieure ici, de la terrasse du niveau inférieur. Enfin, cette grande bande d'éclairage aussi, qui fabrique une autre grande ligne horizontale dans cette maison qui a vraiment des caractères et une horizontalité très affirmée, puisque les parties horizontales ici, vous voyez, sont peintes en noir pour signifier la différence entre les parties ouvrantes et les parties fermées, et les parties extérieures, pardon, et fixes. Voici un autre point de vue. Nous sommes dans le salon, où vous pouvez voir que cette vue offre un point de vue très cadré, donc il y a aussi une relation au cadrage cinématographique qui peut être tout à fait imaginé quand on regarde la manière dont cette maison est composée. Et ici, les parties fermées en noir pour se protéger du vent et se protéger de la pluie. Donc, on est à l'extérieur, mais vous le comprenez bien, on est également très protégé. Ici, une partie qui est ajourée, donc qui prend vraiment le climat et les intempéries. Et ici, où se trouve ces personnes, on est dans une partie couverte, mais on est toujours à l'extérieur. Voici un autre point de vue qui vous permet de comprendre aussi que l'un des grands principes fondateurs de cette maison, c'est d'offrir différents points de vue, mais des points de vue organisés, des points de vue qui ne sont pas libres. On regarde par cette vraie fausse fenêtre avec cette table qui permet de supposer que l'on peut s'installer tranquillement, profiter du paysage avec les bacs de béton qui sont de part et d'autre
et qui aussi offre une possibilité de végétaliser cette terrasse qui reste, vous constatez, une terrasse malgré tout très minérale. Voici la cuisine qui est une cuisine en carrelage blanc. La cuisine est vraiment conçue comme un espace fonctionnel. Vous voyez qu'elle a des carreaux blancs partout. Ici, les portes des armoires sont en aluminium avec des petits boutons ronds pour pouvoir les ouvrir et fermer. Que cette cuisine, ici, vous avez une porte sur l'office, se trouve tout près de la salle à manger, donc de la pièce principale de la maison. Donc, vous voyez aussi une grande praticité et une grande fonctionnalité des usages entre la partie service et la partie pour la famille. La cuisine, pour Le Corbusier, ça n'est pas le sanctuaire de la maison. C'est une cuisine, un salon. L'un et l'autre vont ensemble. Et pour Le Corbusier, ce sont des pièces où l'on vit et ce sont des pièces aussi où on va souvent. Et même si, dans ce contexte, elles sont réservées au personnel, ce sont des pièces, vous voyez, pour lesquelles le même soin est apporté. C'est-à-dire que vous avez de très grandes fenêtres et que le personnel de service va bénéficier aussi d'une très grande luminosité et de la végétation offerte par le parc de la Villa Savoie. Voici les pièces, les chambres intérieures, ici que je vous propose sous forme de petites vignettes. Ici, c'est la chambre de Roger, la chambre du fils. Donc, une salle de bain, toujours avec une grande fenêtre. Et ici, vous avez les deux portes que vous voyez mieux là, deux portes côte à côte. La porte d'entrée de la chambre et la porte pour aller dans la salle de bain. Donc, vous voyez, c'est aussi un jeu graphique que Le Corbusier a imaginé. Ces deux portes, elles sont séparées par une colonne porteuse. Avec un jour entre les deux, vous le distinguez, la colonne n'est pas collée au mur, mais elle est décollée du mur. Et les deux portes qui vont s'ouvrir exactement de la même manière, c'est-à-dire l'ouvrant se fait vers l'intérieur de la chambre et va permettre d'avoir une circulation qui elle aussi est assez proche d'une circulation cinématographique. Ici, une vue de la chambre avec toujours le même principe que Le Corbusier apprécie particulièrement, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie du mobilier qui est du mobilier par destination, comme ici, la tablette qui cache le dessus du radiateur et qui permet de fabriquer des placards de rangement. Ici, du cloisonnement, qui est aussi un cloisonnement, vous voyez, qui ne va pas jusqu'en haut du plafond, mais qui permet de séparer des espaces et de faire des petits espaces à l'intérieur un peu plus délicats. Et ici, du mobilier qui a été un fauteuil qui a été imaginé par Le Corbusier. Les couleurs sont importantes. Le Corbusier avait établi une palette chromatique tout à fait personnelle qu'il a utilisée tout le temps. Ce sont des couleurs qui sont proches de la nature, avec cette couleur un peu terre, un peu ocre. Les bleus également, qu'il a beaucoup utilisé. Une déclinaison de ce marron avec une couleur un peu plus sombre. Et voici la chambre des parents, qui elle aussi vous montre que la luminosité est un facteur majeur dans l'ensemble de cette maison, y compris dans les chambres. Encore une fois, le principe des tablettes. Donc, voici la salle de bain qui est juste séparée par un meuble qui est ici et qui est une grande penderie. Voilà, et la baignoire en émaux de Briard et cette chaise longue qui reprend la forme de la chaise longue Le Corbusier que nous avions vue dans le salon. Donc c'est une salle de bain qui est faite pour se détendre, qui n'est pas seulement vue du point de vue de l'hygiène, mais qui est vraiment un espace détente et qui va, vous le voyez ici, il y a une barre qui permet éventuellement de mettre un rideau si on le souhaite, et là en l'occurrence le rideau
n'est pas fixé de façon à ce que lorsqu'on fait la visite de la maison, on comprenne bien que c'est un espace ouvert et qui laisse imaginer qu'on peut se reposer sur la chaise longue et converser avec l'autre personne qui pourrait se trouver dans l'autre partie de la chambre sur laquelle se trouve le lit. Donc, vous voyez une conception de la salle de bain qui est totalement nouvelle et qui devient une pièce de vie en tant que telle, bien plus qu'une pièce dévolue à l'hygiène de la maison, à l'hygiène de la personne, pardon. Voici une vue de cette terrasse. Donc, vous voyez que on a deux grands bacs végétalisés, des grands ouvrants qui sont cernés par un trait noir de façon à bien marquer le parallépipède qui donne sur l'extérieur, des grandes bacs de végétalisation et on monte sur cette toiture jardin. Et voici le plan de ce toit terrasse. Encore une fois, nous étions sur la terrasse donnant sur le salon. On monte par cette rampe et on accède directement ici à cet espace qui est appelé un solarium avec ce très grand mur courbe que vous voyez depuis un moment sur le dernier niveau de cette maison, qui permet de se protéger du vent et de pouvoir se reposer au grand air sans être gêné par le vent. Vous distinguez également que l'escalier de service monte jusque le toit terrasse, ce qui permet de supposer que le personnel du service n'est pas privé de cet espace de vie. Ici, vous avez la poursuite de ce grand solarium. Et là, cette partie-là est la partie vide qui donne sur la terrasse du niveau inférieur. Donc, vous voyez, c'est un espace de vie qui est considéré dans l'entité et dans l'entièreté de cette maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque dans ces villas blanches, on considère que la toiture est un espace de vie bien plus qu'un espace de couverture de la maison. Voici quelques vues de ce toit jardin. Encore une fois, la rampe ici qui permet d'y accéder. On arrive ici, l'escalier est là, et cette grande courbe qui est un véritable dessin graphique sur la toiture de la maison, avec toute cette partie-là, qui sont des parties sur lesquelles on peut se promener, on peut se prélasser et prendre vraiment le soleil et le grand air si on le souhaite. Les barrières de protection que vous voyez ici, qui sont exactement les mêmes que la rampe et que le garde-corps de cette grande rampe. Les bacs, qui sont toujours des bacs carrés, parallépipédiques, qui reprennent vraiment les lignes majeures de la maison. La seule courbe, vous l'avez vu, c'est bien la courbe du solarium, c'est tout. Tout le reste est orthogonal avec des lignes droites, nettes, avec des angles toujours bien signifiés, bien découpés. Ici, un petit détail intéressant, vous avez un rebord qui est le rebord de l'arrivée de la rampe, c'est-à-dire c'est en quelque sorte la poursuite du garde-corps métallique qui est dessiné ici de façon à pouvoir avoir un appui jusqu'au moment où on va tourner d'un côté ou de l'autre sur ce toit jardin. Pour terminer, je vous présente la maquette qui est conservée au Musée d'Art moderne de New York et qui est important à vous montrer parce que quand on sait que la maquette est exposée dans la collection architecture du MoMA, puisque le MoMA conserve et présente un grand département architecture qui a été constitué par l'architecte Philip Johnson à la création du MoMA. Et c'est pour vous montrer, s'il en est encore besoin, toute la reconnaissance de cette Villa Savoie comme une villa totalement iconique, comme un objet architectural, j'irais presque jusqu'à dire comme une sculpture qui est digne de pouvoir être présentée dans les collections du MoMA.
Cette maison a eu a eu une histoire très particulière puisqu'en fait, elle a quasiment jamais été habitée, elle n'était pas praticable et le couple Savoie a engagé un recours contre Le Corbusier parce que la maison était pleine de fuites et de désordre qui rendaient la maison complètement inhabitable. Donc les petits-enfants et arrière-petits-enfants expliquent que en fait, eux, ils n'ont jamais connu cette maison, ils n'y ont jamais dormi. Et donc, c'était vraiment un exercice architectural qui n'a pas abouti en fait à l'habitation et à l'occupation qu'on aurait pu attendre, en tout cas que le couple Savoie attendait dans cette maison de campagne. Cette maison a été abandonnée pendant longtemps et elle a été la ville de Poissy a exproprié le couple Savoie pour récupérer le terrain. Je vous l'ai montré rapidement sur la vue aérienne parce qu'ils voulaient construire un lycée et avaient besoin de terrain pour lotir et pour construire. Donc la ville de Poissy en fait rêvait de pouvoir abattre cette maison pour récupérer le terrain, mais l'État par le ministère de la Culture avait à l'œil cette maison même si elle était totalement abandonnée et dégradée. Et en 1962, la maison a été cédée par la ville à l'État. Et ce qui est tout à fait unique, c'est que cette maison a été protégée au titre des monuments historiques du vivant de Le Corbusier, puisque Le Corbusier est mort en 1965. Donc, Le Corbusier a vu la dégradation de cette maison, mais il a pu assister à son sauvetage par l'État. Il n'a pas assisté à sa restauration, il est décédé avant. Et à la suite de cette procédure de classement, la maison a été classée au titre des monuments historiques, mais après le décès de Le Corbusier. Et les travaux de restauration ont commencé assez tard et ils se sont terminés en 1997 pour la maison. Et cette petite maison de gardien que je vous ai montrée sur la photo qui se situe à l'entrée du terrain, elle a été très longtemps laissée pour compte et elle a été restaurée en 2015 seulement. Et aujourd'hui, la restauration est très terminée, je vous le disais. On peut à la fois visiter, bien sûr, la Villa Savoie, et je vous le recommande tout à fait si vous ne l'avez pas encore fait. Et on peut aussi visiter la Maison du Gardien. C'est le Centre des Monuments Nationaux qui gère cet établissement et qui est désormais totalement visitable. Donc, c'est la maison iconique par excellence de Le Corbusier. C'est la maison la plus expressive dans le développement de ces 5 points de l'architecture. Et quand on voit les photos, en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous montrer, à vous décrire tout le déroulé et la mise en œuvre de ces 5 points de l'architecture, même si cette maison n'a pas répondu à 100%, loin s'en faut, aux attentes de la famille Savoie. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour mes prochaines conférences qui auront lieu le 11 mai et je vous ferai la visite de la Villa Cavrois de l'architecte Robert Ballestevins, qui est une villa qui se trouve dans le nord. Et le 7 juin, nous parlerons de la Maison de Verre qui a été construite, imaginée par le designer Pierre Charot et qui se situe rue Saint-Guillaume à Paris. Je vous remercie, à bientôt.